Bienvenue, Absam Sadeghi. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi et que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme, dont vous êtes, j'ai envie de dire, l'éminence grise, parce que vous en êtes l'économiste en chef. C'est bien ça? Enfin, ce n'est pas l'éminence grise. Je suis l'un des camarades au parti qui réfléchissent sur les questions économiques. Les grandes questions économiques voilà. Au niveau du Parti du Livre. On va parler un peu d'économie, parce que l'actualité, c'est un peu la conjoncture politique. On va parler de la réforme du système éducatif et la position du parti. Entre autres, un peu le chantier des réformes, mais on aura un mot aussi, plus que mot, sur la situation en Algérie, parce que c'est aussi l'actualité, c'est ce qui domine l'actualité internationale, mais également régionale. Ils s'invitent à nous. Oui, et puis c'est nos voisins directs. Mais avant d'aborder ça, Absam Sadeghi, sur la conjoncture politique. Si je vous dis, plus le temps passe, moins on comprend, moins on saisit le sens des politiques menées par ce gouvernement. Aujourd'hui, c'est la grande interrogation. On ne sait pas ce que... Je rappelle que c'est un gouvernement dont fait partie le PPS. Oui. Voilà. Est-ce qu'on ne comprend plus rien? Ça va vers où? Quelle direction? Ça avance? Ça recule? Ça stagne? Voilà. Je crois que nous, les parapluies, chaque fois qu'il y a des mouvements de contestation, que ce soit les enseignants ou autres, ou les grossistes commerçants, il y a quelques mois, donc on ne comprend plus rien. C'est vrai, il y a un malaise, on le ressent. Il faut être aveugle pour ne pas le constater. Moi, comme vous, c'est Rachid, on vit avec les gens, on est à l'écoute. Les gens s'interrogent de toutes catégories socio-professionnelles. Bien sûr, nous ne parlons pas des chômeurs qui attendent depuis des années pour un emploi. Je crois que les hommes d'affaires s'interrogent, parfois ils ont des doutes, ils n'ont pas de visibilité. Les problèmes sociaux avancent, mais très lentement, à pas de tortue. Il n'y a pas effectivement de perspective claire. C'est pour cela que le Maroc doit... On a besoin d'un électrochoc. Mais l'électrochoc, ça fait un petit moment qu'on parle d'électrochoc. Avec le RNI, on en a parlé. Pour donner plus de visibilité, on a besoin. Ceci étant, il ne faut pas non plus aussi dramatiser, noircir la situation. Toutes choses étant égales par ailleurs, je crois qu'il faut relativiser notre jugement. Comme disait l'autre, et pourtant ça marche. Il y a des choses qui oui, mais bon, en tout cas, ça marche pas. En tout cas, comme vous avez dit, ça marche pas pour tout le monde quand on voit les indicateurs sociaux. Ça marche pour certains. Et le chômage. Mais est-ce que le PPS est à l'aise dans ce gouvernement? Est-ce que le PPS, le parti du progrès et du socialisme, est à l'aise dans ce gouvernement? Enfin, à l'aise, non, pas tout à fait, parce que, comme vous le savez, on est passé par une phase difficile. Quand on a pris la décision au niveau du comité central de rester au gouvernement, on l'a fait avec des conditions. C'est-à-dire qu'on va rester, mais en observant. Oui, en observant. On observe, il faut que le gouvernement enclenche les réformes. Je me souviens, c'était le propos qui a été tenu par Nabil Benabla. Apparemment, les réformes ne sont pas enclenchées. Et vous êtes toujours au gouvernement. Ils sont timides. Mais la question sera posée au prochain comité central. On va réunir notre comité central bientôt. Est-ce que vous comprenez, Absam Sadeghi? Ceci étant, si vous suivez Rachid, je sais bien que vous le suivez, le PPS n'a de cesse d'attirer l'attention du gouvernement. Nous sommes, je crois, l'un des rares partis à publier chaque semaine un communiqué dans lequel on s'exprime. Bien sûr, on s'exprime avec argument. Mais ce n'est pas un communiqué de solidarité avec la majorité gouvernementale. C'est-à-dire que vous êtes dans le gouvernement, vous avez 2 portefeuilles ministériels. Je rappelle que ce n'est pas la première législature, vous étiez déjà dans le gouvernement précédent. Et vous dites qu'on sort, nous, un communiqué hebdomadaire pour dire un petit peu ce qu'on pense. Mais c'est important quand même. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une cohérence? Et puis, non, il y a de la cohérence. Parce qu'on propose, on dit voilà au gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire. Sur peut-être les questions sur lesquelles on va revenir. Oui. C'est les questions de l'éducation. On a fait 2 ou 3 communiqués pour dire voilà qu'est-ce qu'il faut faire avec les contractuels. Il faut pour les enseignants, parce qu'on va en parler aussi. Il faut négocier avec ces gens-là. On ne peut pas les laisser comme ça abandonnés, parce qu'il y va de l'avenir des enfants, il y va de l'avenir des apprenants. Mais à partir du moment où ça n'avance pas, ou ça n'avance pas, en tout cas ça n'avance pas comme vous le souhaitez au niveau du PPS, pourquoi vous ne retirez pas? Non, pour l'instant... Parce que c'est toujours la question de se dire, est-ce que c'est parce que vous êtes suspendu à 2 portefeuilles ministériels? Non, pas du tout. Il y a des voix au sein des partis qui demandent toujours le retrait du gouvernement. Mais on est soumis à la démocratie.
Si demain, je vous le dis, le comité central se réunit, qu'il estime depuis la dernière réunion que les choses n'ont pas avancé telles que nous l'aurions souhaité, telles que nous l'aurions voulu, et qu'il décide à la majorité ou à l'unanimité de sortir, on va sortir. Donc Mais pour l'instant, vous êtes prêt à éventuellement créer une crise politique, une crise non, gouvernementale déjà jamais, c'est pas contexte... nous qui... Je ne sais pas, mais de si... toutes les façons, c'est pas le PS qui crée des crises politiques. Jamais dans l'histoire, nous avons, au contraire, nous faisons tout pour éviter à notre pays de rentrer dans une crise politique. Même des temps où nous étions dans l'opposition. Au contraire, nous sommes un parti responsable. On présente toujours des alternatives, des propositions, et vous le constatez d'ailleurs. Nous, on ne se contente pas de critiquer. On critique, d'accord. La critique, c'est nécessaire. Parce que si un parti perd son âme en participant au gouvernement, il va perdre, il va se dissoudre. Est-ce que c'est pas le cas du PPS aujourd'hui? Pas du tout. Non. Le PPS même du temps. Vous êtes droit dans vos bottes là-dessus. Vous assumez pleinement la politique menée par le gouvernement, par le recul. On ne peut pas jouer à l'hypocrite. Nous sommes au gouvernement actuellement. Donc vous assumez. Bien sûr, on assume, c'est normal. Si on n'assume pas, on n'a qu'à claquer la porte. Donc mais en même temps, ce qui ne nous empêche pas d'être critiques. La critique, c'est la facilité, ça. Non, c'est pas du tout la facilité. C'est-à-dire, on n'est pas des oui. On n'applaudit pas facilement. À chaque fois que le gouvernement procède à quelque chose, on ne va pas y applaudir. Même vis-à-vis de nos camarades ministres, on a une attitude critique. Mais je crois qu'il y a des entrevues assez régulières. Il y en a une il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'à un moment, ils ne s'étaient pas vus pendant un petit moment, les chefs de la majorité. Oui. Quand on les prend en photo comme ça, et que la photo est diffusée dans les différents médias et les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas hypocrite? Non, mais c'est-à-dire... Juste du point de vue du PPS, de votre point de vue, nous, et du point de vue de Ben Abla, quand vous vous retrouvez entre camarades, parce que c'est le terme qui est utilisé au sein du parti, voilà, qu'est-ce que vous dites? Non, entre camarades, on discute. On est un parti très divers, vivant. Il y a des divergences qui s'expriment. Mais il y a aussi des débats de fond, et on essaie de se convaincre mutuellement. Mais il ne faut pas rester aussi dogmatique, avoir une position... et la défendre à tout prix. Il faut aussi être à l'écoute des autres. Quand vous travaillez dans une structure assez Rachid, il ne faut pas être individualiste. C'est-à-dire qu'il faut être flexible, il faut être solidaire, il faut être corporate. Il faut être flexible, mais dans des limites. Bien sûr, on ne peut pas être borné. Parce que les gens qui sont bornés ne peuvent pas se développer. Donc vous assumez toute la politique menée par le gouvernement? On l'assume avec des réserves. Sur ça, mais bien sûr, on l'assume. Parce que demain, nous avons des comptes à rendre aussi. La reddition des comptes politiques, la reddition des comptes, on est à chaque consultation. Qu'est-ce qui a été mis en place et qui a bien fonctionné en termes de mesures, de projets, de réformes sur les derniers mois? Sur les derniers mois... voilà, qui pourrait être, ou qui serait en tout cas la fierté de cette majorité gouvernementale. Non, moi, il ne m'appartient pas de parler au nom de la majorité. Non, mais en tout cas, vous, en tant que membre du PPS, ça va. Je sais, avez fait partie de l'ancien gouvernement. Donc... Je sais, par exemple, qu'en matière de la santé, il y a des choses qui se font. La baisse des prix des médicaments. La baisse des prix. Qui avait déjà été enclenchée par la réforme du RAMET. C'est un grand projet. C'est un projet qui est piloté aussi par Sa Majesté, autant que je sache. Mais là, il faut trouver des sources de financement et ça bloque à ce niveau-là. On n'a toujours pas trouvé le financement de la carte RAMED pour 1 million de bénéficiaires. De financement. Déjà, le montant alloué au RAMED dans la loi de finances de 2019, il a été revalorisé. Il a été valorisé à 2,5 milliards de dirhams au lieu de 1 milliard de dirhams. C'est important. Bien sûr, il faut des ressources partout. Il faut des ressources. Il y a cette dynamique de l'éducation sur laquelle on reviendra. Oui. Et malheureusement, on a pris des retards. Et sans la réforme de l'éducation, on ne peut pas aller plus loin. Parce que la réforme de l'éducation, c'est le prélude, c'est le point d'entrée. S'il y a une clé, comme on parle beaucoup de clés, voilà la clé de réussite, c'est l'éducation. C'est pas des personnes. Mais cette clé-là, apparemment, le double est chez Saladin Rachmani, le chef de gouvernement. Et voilà. Mais déjà, il y a une dynamique. Qui n'est pas d'accord avec ce. Qui n'est pas favorable à l'adoption des langues étrangères. On reviendra tout à l'heure sur cette question de langue. Oui. Il y a le dossier de l'extension de la couverture sociale aux indépendants. Les choses avancent, peut-être pas de façon accélérée, mais ça, quand même, on avance. Il y a des textes fondamentaux qui ont été approuvés sur la décentralisation et la déconcentration. Ils sont au Parlement, c'est important. Ça va bouleverser. Vu que vous êtes économiste, tout ce que vous venez de citer globalement, c'est que de la dépense. Il n'y a pas de recette.
Mais la recette, voilà, on C'est- attend Non. les prochaines. Moi, tout ce que vous avez cité, Oui, oui, oui. vous êtes d'accord avec moi, c'est de la dépense. D'ailleurs, de ce gouvernement et le précédent dont vous avez fait partie, vous avez été le roi de la dépense publique et la dépense sociale. Donc voilà, on dépense l'argent public, mais à côté de ça, on ne met pas en équation les recettes. On est quand même. D'où la difficulté, la problématique des déficits aujourd'hui. Le déficit budgétaire, il est quand même contenu dans. Il ne faut pas le nier. Vous savez, aujourd'hui. Il est à 3,5, Oui, 3,5, 4%. 3,7, 3,8, ça c'était pour 2018. On est déjà à 10,5 milliards. 3,5%. On est déjà à 10,5 milliards de dirhams aujourd'hui. On est déjà. Mais Voilà, on peut le. Oui. Non, il y a des objectifs. C'est 3,5% du déficit, c'est pas exagéré. Donc, Vous savez, quand on a 3,7, Et puis- 3,8% de PIB et qu'on a une croissance économique qui De- plafonne de à 2,8, de 3, à 2,3. je ne sais pas si on peut se féliciter d'avoir une maîtrise budgétaire en dessous de 4% en termes de déficit. Écoutez, mais juste simplement de se dire, le PPS, est-ce qu'il est à l'aise dans ses baskets, fier de lui quand il se regarde dans la glace tous les matins, au vu de la situation aujourd'hui kafkaïenne au niveau politique, Bon. une situation économique un peu Vous compliquée, dire qu'on est à l'aise. une détérioration du pouvoir d'achat des ménages. Donc moi, c'est ma question en fait. Vous dire qu'on est à l'aise, ça Oui. serait exagéré de ma part. On n'est jamais à l'aise. C'est normal que nous avons une ambition pour notre peuple qui dépasse ce qu'on fait actuellement. C'est tout à fait normal. Un parti doit être ambitieux par définition et volontariste. Nous voulons contribuer à résoudre des grands problèmes, dont notamment celui de l'éducation, de l'emploi, la santé, et le transport, l'habitat, Oui, les choses l'amélioration fondamentales où de on nos accuse des vies, déficits, débloquer Mais pourquoi on n'y arrive pas débloquer le dialogue social. Pourquoi on n'y Tiens, arrive pas le dialogue social. c'est toujours bloqué. Donc, à chaque fois, le parti n'a eu de cesse de répéter, de ressassier, d'appeler les partenaires sociaux et le gouvernement à faire aboutir le dialogue Mais ça, social. c'est que de la théorie. Non, c'est pas De la théorie, de la Qu'est-ce que vous rhétorique. voulez qu'on fasse une grève? Non, c'est pas de faire une grève, mais simplement de se dire, si j'y arrive pas avec cette équipe-là, si effectivement je rentre sur un terrain de jeu et que l'équipe ne respecte pas le schéma de jeu et qu'il n'y a pas de solidarité et qu'on n'arrive pas à scorer, eh ben, je prends des décisions. Moi, c'est mon point de vue. Mais Certainement, je ne sais pas dans le secret des dieux, certainement au sein de la majorité, il y a des choses qui craquent, ça ne marche pas comme on le souhaite. il y a un problème de compétence. C'est possible. Moi, je n'ai pas à juger des compétences, ça serait prétentieux de ma part. Je n'ai pas cette... comment dirais-je, il faut être modeste aussi je ne peux pas porter un Mais jugement. aujourd'hui, la question peut se poser Ça- légitimement ça peut- au vu des résultats ça obtenus peut par être chez par certains. cette équipe. Oui. Le problème de compétence ne dépend pas uniquement que du ministère, d'un ministre. Nous avons, et je parle avec l'expérience, notre administration marocaine regorge de compétences. Il faut savoir les utiliser. Il faut savoir utiliser ces Mais compétences. est-ce que notre Nous champ avons des cadres extrêmement valables. Ça, c'est l'administration. Et ça, La- c'est les mais la- fonctionnaires mais et les l'administre- fonctionnaires. Mais le Mais ministre qui travaille avec l'administration, Ceux qui font tourner la machine, c'est les politiques. non, pas tout à fait. Non. Les politiques donnent des directives, des schémas, des orientations, mais ceux qui les mettent en œuvre, c'est l'administration. Est-ce que vous avez la sensation et l'impression qui est partagée par certaines voix, VOX, en fait, qu'aujourd'hui, avec ce gouvernement, on tourne en rond? Pas en tournant rond, mais on On ne fait va les 100 pas, on n'avance pas suffisamment. Voilà. Non, il faut quand même rendre à César ce qui appartient. Il ne faut pas. Non, mais moi, je vous pose la question. Moi aussi, c'est comme vous, je me pose la question. Mais je ne peux pas dire que le gouvernement tourne en rond. Ça serait quand même un peu sévère de notre part. Il n'accélère pas les réformes. Il ne travaille pas à un rythme qui soit rapide et conforme aux attentes des gens. Mais tourner en rond, non, il faut quand même... C'est un gouvernement qui se réunit chaque semaine, qui réfléchit, qui vote des lois, qui prend des mesures, bonnes ou mauvaises. Mais qui ont pris du retard. Certainement, on aura l'occasion de discuter du bilan du mi-mandat. Oui, au mois d'avril. Oui. Mais simplement, aujourd'hui, parce qu'il y a aussi le RNI, qui fait partie de cette composante gouvernementale, le RNI qui affichait clairement ses ambitions, arrivé en tête en 2021, Isaac Renouch qui multiplie les sorties. Il y a eu beaucoup de couacs d'ailleurs entre le PJD et le RNI ces dernières semaines. Vous, au niveau du PPS, vous êtes resté silencieux, on se met aux abris, on attend de voir un petit peu non, mais d'abord, chacun a le droit d'afficher ses ambitions. Nous, on ne peut pas empêcher tel ou tel parti de se déclarer qu'il veut être le premier. C'est tout à fait à la limite légitime. Je ne vous cache pas, si le PPS
Mais le PPS est un parti responsable et il sait, on connaît nos limites et on connaît qu'est-ce qu'on peut représenter. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire demain, nous on va arriver premier en 2021. Non, sincèrement, non. Ça serait, vous n'avez pas la capacité, les ressources nécessaires. Nous sommes responsables. On a les capacités. Mais le parti, il faut connaître l'identité du parti. C'est quoi, vous dites ça par humilité, on peut arriver premier, mais par humilité, on ne va pas le dire. Un parti qui prône le rationalisme, qui prône une certaine manière de faire de la politique. Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas d'arriver premier, deuxième ou troisième. Ce qui nous importe, c'est de contribuer au développement de la démocratie et des progrès de notre pays, à notre manière. Chaque parti a sa manière de faire. La démocratie, le progrès social, je suppose. Progrès social, bien sûr. Et le développement économique. Le progrès social et économique. Il n'y a pas de progrès social sans progrès économique. Oui, mais je sais pas, je vous pose la question, comme vous ne l'avez pas précisé, donc pour ça que il n'y a pas de progrès social sans progrès économique. C'est pas au PPS qu'il faut le dire à Serrachid. Et vous le savez très bien. Pour nous, d'ailleurs, pour que nos auditeurs le sachent, pour le PPS, il n'a jamais séparé l'économique du social. Pour nous, l'économie n'a de sens que par rapport au social. Mais on ne fait pas de social au sens où on le font certains, au niveau de l'assistanat. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour nous, le social, c'est aussi productif. J'ai précisé que vous étiez vous d'ailleurs, vous en personne, membre du gouvernement Ben Kellen. Oui. D'accord. Le PPS, ça fait à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années qu'il est dans le gouvernement. Les politiques sociales aujourd'hui ont été essentiellement orientées à Sistana. Donc ne me dites pas que vous n'êtes pas, vous, au PPS, non, pas favorable à Sistana. Non, mais quand on a l'élargissement de la couverture sociale, ce n'est pas d'assistanat. La création des emplois n'est pas d'assistanat. L'encouragement à la PME n'est pas d'assistanat. L'amélioration de la couverture de l'amont, ce n'est pas d'assistanat. Non, l'assistanat, c'est autre chose. Oui, mais vous dites... L'assistanat, c'est dans des limites très réduites. Bon, vous faites allusion à l'aide... aux femmes veuves, etc., aux personnes en situation de handicap. Je fais référence à la ventilation qui est faite sur la dépense publique et la dépense sociale. Et les impacts aujourd'hui en matière d'emploi. Chez nous, on considère... Tout l'argent qui a été distribué, quand on voit les indicateurs sociaux et la dernière étude du HCP, on voit que c'est essentiellement des politiques d'assistanat. Ce n'est pas des vrais emplois qui ont été créés. Vous n'avez pas réussi à inverser la courbe du chômage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, mais la courbe du chômage, on en a parlé, mais c'est pour ça que je dis assistanat, c'est dans ce sens, moi. Non, bien sûr. On n'est pas le seul gouvernement. Non, c'est toujours pareil. Mais bon, vous avez aussi une responsabilité. Mais quand on était... tous nos camarades qui ont accompli des responsabilités, on a fait des choses, me semble-t-il, positives. Sur l'école, le système éducatif, vous êtes pour l'adoption de langue étrangère? Sincèrement, on s'est exprimé au niveau des partis. Oui, j'ai vu le communiqué. D'abord, le communiqué, j'ai écrit personnellement deux chroniques sur la question. Je crois que ce débat sur les langues est un faux débat. Il n'a pas lieu d'être. D'abord, il est tranché définitivement au niveau de la Constitution. Les langues officielles, c'est l'arabe et l'amazigh, avec l'ouverture sur les langues étrangères. Aujourd'hui, nous avons choisi, parce qu'il faut être cohérent dans ce choix. Le Maroc a choisi l'ouverture. D'abord, et l'intégration dans la mondialisation. Et l'intégration, plutôt l'ouverture au capital étranger. L'ouverture aux touristes. Nous ambitionnons d'atteindre 20 millions de touristes. On ne va pas atteindre 20 millions, mais nous sommes sur la bonne voie. Imaginez-vous, Serrachid, un pays qui a ces ambitions-là, d'ouverture, d'être actif au niveau international, de jouer un rôle moteur sur le continent africain, et nous avons les moyens de le faire, et du coup, on se renferme au niveau des langues. C'est incohérent. Est-ce que vous en Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous en avez parlé avec Saladin Atchoumani, par exemple? Parce que le pays n'est pas favorable à l'adoption des langues étrangères, a priori. Il me semble... D'ailleurs, il n'a pas à être favorable ou défavorable. Ni le PJD, ni un autre parti n'a le droit d'imposer leur conception à la nation marocaine, au peuple marocain. Je vous le dis sincèrement, la Constitution est au-dessus de toute considération politicienne. Et on doit... Moi, j'étais dans des pays autres. J'étais en Chine, il y a quelques années. Et on a eu une rencontre avec l'Académie des sciences. Figurez-vous, en Chine, qui sont très nationalistes et très attachés à leur langue. Mais tous leurs chercheurs, ils travaillent avec l'anglais. Ils produisent avec l'anglais. Ce n'est pas... Est-ce qu'une fois de plus, ça, vous l'avez dit à Saladin Atchoumani? L'arabe... Et à Nizar Baraka, parce que c'est les deux chefs de parti qui ne seraient pas favorables.
Parce que peut-être ils ont des pressions au niveau de leur base. C'est dû à leur idéologie aussi conservatrice. En tout cas, le PPS là-dessus, il y a Nous pas sommes l'ombre d'un doute. Nous sommes attachés à notre langue, à la langue arabe, comme langue L'arabe- officielle. Et l'arabe- l'amazigh, moi j'étais amazigh. L'arabe littéraire. L'arabe littéraire, l'arabe, bien sûr qu'on utilise. L'arabe littéraire, c'est normal, c'est ça, c'est l'arabe, Il y a c'est la langue d'enseignement. L'arabe soutenu, l'arabe littéraire, et puis il y a la Darija Et qui est la langage c'est du Rachid. quotidien. Ouais. Je crois que j'espère que vous avez lu le communiqué émanant des présidents des universités. Oui. Moi, personnellement, j'y adhère totalement. Je trouve que c'est un communiqué, c'est mesuré. Ils ont des arguments objectifs, pragmatiques et non idéologiques et politiciens. Est-ce qu'on a les enseignants Et nécessaires même qui au niveau maîtrisent- d'arabe, on n'a pas les enseignants qu'il faut. Non, mais je vous pose la question. Est-ce qu'on a, voilà, parce un des arguments avancés par l'Istiqlal, par exemple, c'était ici même d'ailleurs, il y a une dizaine de jours, parfois Douéry, membre du bureau politique de l'Istiqlal, se dire, encore faut-il avoir les enseignants maîtrisant le français ou l'anglais pour enseigner les mathématiques à nos élèves. On n'a pas le choix. Je ne sais pas si vous avez vu comment, quand on enseignait les mathématiques en arabe, c'est du charabia. Je m'excuse du terme. Tous les signes c'est en latin. Quand ils disent X supérieur à Y, ils l'écrivent en français, pas en arabe. Mais ils n'écrivent pas signe, يعني تفوق ولا أعلى من الصاد. لا. Donc, autant être cohérent, je crois, il y a pour nous intégrer dans l'innovation et dans l'ère des sciences et de la recherche. On ne peut le faire malheureusement que par le biais de l'anglais et accessoirement des français. Pourquoi vous dites malheureusement? Malheureusement, parce qu'on ne peut pas le faire en arabe. Parce que vous auriez préféré qu'on le fasse en arabe? Non, en arabe, avant de venir, je feuilletais un ouvrage de Maxime Rodinson, La fascination de l'islam. Des temps où le monde arabe était à l'apogée, 16e, 15e siècle. Les langues arabes étaient enseignées dans tous les pays européens. Il y avait des chers de langue arabe. Parce que le monde arabe avait quelque chose à offrir. Mais force est de constater aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut offrir comme recherche? Le centre de gravité a bougé. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Dites-moi combien on produit de recherche en langue arabe par an? Epsilon, sinon rien. Donc du coup, donc c'est pour ça que vous considérez que le débat est déplacé, il faut adopter ces langues internationales et puis passer à autre chose. Bien sûr. Regardez le Rwanda, qui est sorti d'une guerre civile. Il a opté pour l'anglais. J'ai appris hier qu'ils sont en train de fabriquer leur portable. En si peu de temps. Ça va être le Rwanda, voilà, ça va être le lead. Ils ont le leadership aujourd'hui de la fabrication de smartphones. Voilà, tout va se passer chez eux. Mais on ne peut pas le faire en arabe. Ça serait mentir. Et ce serait, moi je trouve que, je ne cherche pas à accuser les gens. Et je n'aimerais pas qu'on nous accuse parce qu'on est adepte de la francophonie ou je ne sais pas, on sert quel intérêt occulte. Nous sommes tous des patriotes. Et on réfléchit tous au bien de notre peuple. On veut que les enfants marocains, tous les enfants marocains, soient traités de la même manière. Il n'y a pas de raison de continuer à travailler, à fonctionner avec un système à double vitesse, avec un enseignement destiné aux riches et un enseignement destiné aux pauvres. C'est ça le fond du problème. Moi, j'ai suivi mon enseignement dans une école bilingue, un enseignement parfaitement bilingue. Étant amazigh, j'ai appris l'arabe, j'ai appris le français. Au contraire, quand on est parfaitement bilingue ou parfaitement trilingue, on maîtrise mieux l'arabe que ceux qui les plus arabisants. D'accord, parce que ça aussi c'est un argument qui avait été avancé par les circulaires. C'est un enrichissement. Juste un petit mot sur la grève des enseignants, parce qu'on va rester dans le domaine un peu de l'éducation avant de partir sur le plafonnement des hydrocarbures, parce qu'il y a un communiqué aussi qui a été adressé par le PS pour se positionner un petit peu suite au rapport du Conseil de la concurrence, là-dessus, sur la grève des enseignants contractuels. Quelle est la position du PPS, parce que je ne l'ai pas trouvé? Non, si. Oui. La position du PPS, c'est que d'abord, nous avons appelé au débat. Oui. À l'ouverture d'échanges et de négociations. À la limite, tout en gardant le recrutement au niveau des régions et des académies, il faut qu'ils jouissent de tous les droits et les avantages dont jouissent leurs camarades qui sont dans la fonction publique. Donc, parce que c'est discriminatoire. Donc en fait, vous soutenez le fait que les enseignants contractuels qui sont en grève et qui menacent des milliers d'enfants d'une année blanche, simplement juste, eux revendiquent une intégration directe au sein de la fonction publique. Moi, je crois que si on peut les convaincre
disons, Nous, alors, pour accepter quand même la proposition. statut de cadre au sein des académies régionales académies régionales, avec la garantie d'une mobilité. Avec tous les avantages. Mais ils veulent pas. Mais il faut discuter avec eux. Il faut discuter avec eux. Vous discutez pas avec je dois vous dire gouvernement que la position prise par la majorité lors de cette dernière a été en grande partie influencée par l'apport du PPS. Parce que c'était notre position. Quelle est la position rationnelle que devrait adopter la majorité gouvernementale là-dessus? C'est ce qui a été... On a une masse salariale qui a dépassé les 12% du PIB. Oui. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui. Voilà. Simplement, quand on regarde ça ne tient pas, c'est Rachid, sur le raisonnement de la masse salariale, parce que les académies, avec quoi ils payent? Les académies ne génèrent pas de ressources propres. Ils fonctionnent avec des transferts du budget. Oui. Origine. Ça revient au même. Non, le seul avantage de régionaliser, c'est d'abord de réduire la mobilité, de donner un ancrage local et territorial à l'éducation, comme d'ailleurs ça se fait au niveau de la santé. La même chose. Tous les concours, par exemple, maintenant au niveau de la santé, se font au niveau de la direction régionale. Mais bien sûr, avec un statut unique. Moi, je crois qu'il faut... C'est vrai. S'il faut mener, il ne faut pas qu'il y ait des victimes. Nous avons besoin d'une réforme de la fonction publique. C'est possible. Avec un nouveau statut. Avec de nouveaux statuts, mais il faut que ça soit généralisé à tout le monde. Pas qu'à l'éducation. Pas à l'éducation, non. Et je vais vous dire une chose. Je crois savoir qu'il y a une administration comme la Direction Générale des Impôts qui a eu recours depuis quelques années, depuis plusieurs années d'ailleurs. C'était Nisra Baraka d'ailleurs qui en avait parlé en 2007, de mémoire, sur l'introduction de fonctionnaires qui allaient être sous le régime du contrat à durée déterminée, des contractuels. Donc il n'y a pas que l'enseignement, il y a d'autres administrations aussi qui sont... Non, il y a du choix. Oui. Il y a des gens qui n'aiment pas être dans un CDI, dans un contrat de durée indéterminée. Mais il faut donner le choix aux gens. Mais les 100% d'enseignants qui sont dans la rue, eux, veulent avoir un CDI, veulent avoir un emploi à vie dans l'administration. Il faut les comprendre aussi. Non, mais je me mets à leur place. Ils ont peur. Peur de l'avenir. Ils ont peur de leur avenir. Et le salarié dans le privé. De leur avenir. Et le salarié dans le secteur privé, il n'a pas peur de l'avenir? Même c'est la même chose. Quand on parle d'équité aussi, même dans le secteur privé, après un certain moment, il faut qu'il y ait. Moi, je suis favorable à la généralisation, même des contrats à durée indéterminée, mais il faut suffisamment de garanties, de garde-fonds. D'accord. Notamment au niveau de la protection sociale. Donc vous soutenez les enseignants contractuels qui font grève? C'est ça? C'est ce que j'en déduis. Non, c'est-à-dire pas. On les soutient. On veut arriver à un accord. Il faut débattre avec eux. Il faut qu'il y ait un débat. Mais il y a eu des débats, des échanges ouverts, mais apparemment, ils ont rejeté la dernière proposition du gouvernement. Il faut arriver à trouver des solutions, parce que c'est anormal que la situation s'enlise. Et puis, c'est des masses, c'est 70 000 personnes qui sont dans la rue. 70 000. Oui, non, mais c'est 70 000 personnes. Et c'est surtout, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui sont menacés d'une année blanche. Il y a les parents qui s'inquiètent. On est allé trop vite dans ce problème de contractualisation. D'ailleurs, le gouvernement maintenant est en train de revenir. C'est même le terme, pour effacer le terme de contractualisation, le remplacer par des emplois. Le statut de cadre. Statut de cadre employé de la... Est-ce que c'est pas un peu du bricolage aussi? Non, mais c'est leur donner d'autres avantages. Par exemple, au niveau de la promotion, au niveau de congés maladie, il y a un tas de... Prise en charge, hein. Donc vous êtes en train de négocier, on est toujours sur la dépense publique. On est toujours sur la dépense publique, on dépense. Non, mais l'éducation, c'est la dépense. Oui, non, mais on est toujours sur de la dépense à tous les niveaux. Mais il y a aussi la production. Mais on produit, c'est la dépense. Mais quand on dépense pour l'éducation et qu'on produit au niveau de l'économie, ça ne me gêne pas. Mais si on n'est pas compétitif, qu'on a une productivité qui est faible. Écoutez, c'est Rachid. La réforme éducative, l'éducation, ne peut pas aboutir sans l'engagement plein et total de la ressource humaine des enseignants, avec un meilleur statut. Les pays qui ont réussi... Meilleur statut, mais avec une mise à niveau. Hein. Les pays qui ont réussi, c'est des pays où l'enseignant est le fonctionnaire le mieux payé au niveau de la fonction publique. Mais bien sûr... Pour parler pour les fonctionnaires méritants. Je juste pour... Dans les pays du Nord, les pays nordiques, c'est comme ça. Non, mais chez nous. Par exemple, les enseignants-chercheurs, il y en a beaucoup qui ne produisent pas beaucoup de recherche.
et qui revendique une revalorisation salariale. Donc c'est juste pour... Il faut leur assurer aussi les conditions. Non, mais c'est-à-dire objectivité, performance, obligation de produire. Ça, ce n'est pas notre cas au Maroc, c'est le cas de tout le monde sous-développé, les pays arabes. Aucune université arabe n'est classée parmi les 100 meilleures universités mondiales. Hein, c'est pas, il faut pas, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que la recherche, d'abord, les moyens que nous affectons à la recherche sont très limités. Et vous le savez très bien. Par contre, on affecte c'est à peine 0,7%. On affecte beaucoup d'argent au niveau du ministère de l'Éducation. On a plus de 60 000. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce que nous sommes. On a plus de 60 milliards. Beaucoup d'argent en pourcentage. En pourcentage, c'est beaucoup. Mais en termes, quand vous faites la division de la dépense par élève, c'est par rapport à ce que dépensent d'autres pays, c'est ridiculement bas. On passe juste très rapidement sur le plafonnement des marges des distributeurs. Oui. Aussi parce que c'est l'actualité. J'ai encore vu Hassan Daoudi il y a quelques jours qui dit ça y est, le plafonnement, ça y est, on va y arriver, on va tomber d'accord avec les distributeurs, ça va être réglé. Je vous pose cette question parce que je sais qu'il y a aussi la position du PPS, un communiqué pour le plafonnement des marges des distributeurs. Et vous êtes félicité d'ailleurs suite au rapport et à la sortie du président du Conseil de la concurrence, dire il faut relancer la SAMIR, donc vous avez dit on est content que la SAMIR revienne d'actualité et la relance de l'activité. Il y a malheureusement, je n'ai pas pu assister, il y avait le front de soutien à la SAMIR on a reçu le secrétaire général. Qui s'est réuni à Mohamedia. Je devais y assister. Je pense que il y a beaucoup de zones d'ombre qui planent cette affaire de la SAMIR, comment elle a été fermée, etc. Bon, on n'a pas tous les éléments, mais peut-être à l'avenir, on saura davantage. En tout cas, vous êtes content qu'on reparle de la relance et de la remise en marche de la raffinerie. C'est quand même un signe d'indépendance économique fondamentale. D'autonomie. Mais moi, ma question... Rachid, nous sommes un pays que vous le savez très bien. On est d'accord, je sais ce que vous allez me dire. C'est la raffinerie, c'est 60% de stockage, de garantie. Voilà, c'est important. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Votre parti faisait partie d'un gouvernement, du gouvernement qui a opté pour la libéralisation du secteur des hydrocarbures en 2015. Exactement. On est bien d'accord. On a opté, parce que c'est normal, on a opté pour la libéralisation, mais il était question, à l'époque, de mettre en place des mesures d'accompagnement. Ça n'a pas été fait. Mais j'ai vu aucun communiqué du PPS qui dénonce l'absence de mesures d'accompagnement. On l'a fait, si. Oui, mais j'ai pas... Oui. Non, ça c'est entre à chaque fois, quand vous êtes entre vous. Non, on le fait systématiquement qu'il faut faire des mesures d'accompagnement. D'ailleurs, c'est valable dans tous les domaines. À chaque fois, vous prenez des mesures sociales un peu rigoureuses pour réduire leur impact négatif. Il faut des mesures d'accompagnement. Ça, on ne l'a pas fait. Peut-être parce que quand on a fait la libéralisation, ça a été fait un peu dans la précipitation, c'est vrai. Donc vous avez mené une réforme aussi stratégique que celle de la libéralisation du secteur des hydrocarbures dans la précipitation. Est-ce que c'est responsable de la part d'un politique, ça ? Peut-être avec le recul, on peut dire... Parce que quand aujourd'hui on se plaint, ce que fait Nabil Benarbla en disant il faut plafonner les marges des distributeurs parce qu'il faut protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Le pouvoir d'achat et l'économie. Alors qu'à l'origine, vous reconnaissez avoir fait preuve un petit peu de légèreté sur la libéralisation du secteur des hydrocarbures. Il faut sauvegarder le pouvoir d'achat et sauvegarder la compétitivité des entreprises aussi. Oui, mais les deux sont liés. Si effectivement vous avez... Parce que un pays est dépendant à 100%, pratiquement 95% en matière énergétique, on ne peut pas se permettre comme ça de libéraliser à tout va sans mettre des garde-fous encore une fois. Il y a la question des plafonnements se fait au niveau de plafonner les marges. Oui, des distributeurs. Tout le monde dit que les marges sont excessives. Il y a même des distributeurs qui le reconnaissent. Il faut peut-être agir sur le volet de la TIC, la taxe intérieure de consommation. Ce qui représente une TIC flottante. C'est une proposition de l'Israël, ça. Oui, même c'est notre position, c'est au niveau du PPS. Parce que 40% du prix à la pompe, revient à la TIC, à la taxe intérieure de consommation, c'est beaucoup. Il faut, le troisième élément de régulation, c'est, comme tu viens de le dire, c'est le stockage. Malheureusement, nous avons nos capacités de stockage, elles sont très limitées. Pour cela que... Et surtout les distributeurs, ils disent qu'ils ont investi beaucoup d'argent sur les unités de stockage. La proposition du Conseil national de la concurrence me semble plausible en termes de comment améliorer nos capacités de stockage, bien sûr, en parallèle à
à la remise en activité de la Samir ou bien une autre raffinerie, que sais-je, à l'avenir. Mais c'est des problèmes stratégiques qui relèvent de notre indépendance économique. Et là, le rôle de l'État est central. Bien sûr. Sachant que le politique a montré ses limites, peut-être, sur ce dossier-là. Peut-être que le politique, à mon avis, a montré ses limites sur ce dossier-là. Légèreté dans la mise en route, la libéralisation du secteur des hydrocarbures. Le politique n'est pas homogène, c'est Rachid. Bien sûr, le politique n'est pas homogène. Nous sommes dans une coalition ou des points de vue différents. Les thèses des partis du PPS... Vous savez, j'ai envie de vous dire, quand on lance une réforme, une étude d'impact, on ne peut pas en faire l'économie. Bien sûr, on est bien d'accord. Donc si c'est découvrir les dégâts et compter les morts à la fin, je me dis peut-être que le politique n'est pas... Le gouvernement, je crois, a tiré des conclusions. Il n'arrive pas à libéraliser l'habitat du gaz parce qu'ils ont peur de refaire la même erreur que pour les hydrocarbures. Il faut être prudent. On finit sur ce qui fait aussi l'actualité internationale et régionale, sur l'Algérie. Sur l'Algérie, vous en pensez quoi, vous, Abdel Sadeghi, tout ce qui se passe aujourd'hui? L'Algérie, je vais pas aller pour cette question-là, parce que, comme vous l'avez constaté, au niveau des partis, nous n'avons pas pris position. On a discuté en interne, mais on n'a pas voulu discuter. Pas de communiqué, pas de... Non, mais vous savez pourquoi le communiqué? Non. Nous ne voulons pas susciter la réaction de nos... Je sais que de nos frères algériens. Vous aviez peur de l'accueil du communiqué ils vont se du dire, PPS certainement, ils vont se dire que ce n'est pas le PPS qui parle, c'est un autre milieu qui parle, ce n'est pas le PPS. Nous, on suit de près, c'est normal. Je crois que tout le Maroc, à tous les niveaux de responsabilité, on est obligé de suivre de près, parce que c'est notre voisin, c'est notre voisin le plus proche. Il faut saluer, moi je crois, c'est cette occasion, quand même l'esprit de responsabilité des jeunes et du peuple algérien. Qui est descendu dans la rue pacifiquement. Qui est descendu pacifiquement, avec vraiment il a démontré, il a donné une leçon aux autres. Est-ce que le régime de Abdelaziz Bouteflika fait preuve lui aussi de sagesse? Pardon? Est-ce qu'il a fait preuve de sagesse dans sa prise de décision de reporter la date des élections présidentielles? Sans préciser. C'est une manche qui est reportée, je crois, mais maintenant, les vrais problèmes vont se poser. Rien n'est résolu, mais au moins, le régime s'est donné un peu une fenêtre pour discuter, pour mettre en place les choses. Est-ce que vous considérez... Sincèrement, pour ne pas aller dans les détails, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur l'Algérie, sur ces problèmes sociaux, les problèmes économiques. Ils ont des problèmes beaucoup plus graves que ceux du Maroc. Parce que, vous savez, j'ai lu des études sur la situation économique, elle est désastreuse. Suite à la baisse des prix du pétrole, les recettes en devise, leurs réserves, ils fondent comme la neige sur le soleil. Et ils ont été réduites pratiquement de plus de moitié, avec un pays qui a pratiquement, il utilise la rente pour financer les politiques publiques. Mais là, c'est pire que parce qu'ils ont négligé le secteur productif. L'agriculture ne représente plus rien. L'industrie également, moins de 5% du PIB. Alors que dans les années 60, l'Algérie, c'était un modèle d'industrie industrialisante, d'industrie lourde. Tout cela, c'est parti. Donc, l'enjeu de l'Algérie, il est double. Un enjeu économique et un enjeu politique. Mais d'abord, dans l'agenda, je pense que c'est d'abord l'enjeu politique. L'enjeu politique, aujourd'hui, dans l'immédiat. Les niveaux sont liés, l'économique et le politique sont liés. Et pour nous, l'enjeu? Et les deux vont aller de pair. Pour nous, l'enjeu, c'est si l'enjeu politique ne marche pas, l'économique ne va pas marcher et vice-versa. Alors l'enjeu, je vais vous le dire dans le désordre, sachant que les deux sont liés, à mon avis. L'enjeu économique, c'est de passer d'une économie de rente à une économie productive. C'est tout un travail culturel de profondeur à mener dans la société algérienne. Bon, on sait ce que c'est, nous aussi. Il faut mettre les gens au travail, redresser l'appareil productif. S'intéresser à l'agriculture, à tout ce qui est production de richesse. Est-ce que tout ça, c'est un enjeu économique pour nous? Chaque fois, voilà, juste là-dessus. Est-ce que c'est un enjeu économique pour nous? C'est-à-dire, au-delà, une fois qu'ils auront dépassé le processus politique? Je vais le dire. Et l'enjeu politique, c'est d'assurer ce passage à ce qu'ils appellent la Deuxième République dans la douceur. Mais avec
une avancée, parce que les Algériens sont très attentifs, ils ne sont pas dupes. Tout à fait, Ils justement. veulent plus de démocratie. Plus de démocratie, Alors, ils veulent que la nous, transition ne dure pas trop longtemps. Du point Parce de que vue- pour nous, c'est important aussi que la transition... Chez nous, c'est important que l'Algérie puisse traverser cette phase sans trop de dégâts. Est-ce qu'on est devant aujourd'hui Parce face à nous? que, personnellement, je crois, je suis convaincu qu'avec avec un pays voisin, démocratique, prospère, on aura plus d'opportunités communes ensemble à faire. Y compris même la résolution de la question des différends de notre Sahara. Donc, C'est dans la démocratie qu'on peut résoudre des problèmes. Avec de l'économique aussi. Hein. Bien sûr, l'économie. C'est lié. Non, mais je vous pose la question. L'économie, parce que c'est un marché. Donc nous avons tout intérêt à ce que notre voisin direct, à l'Est, se remette debout politiquement dans un premier temps, dans des délais pas trop longs. Raisonnables. Bien sûr, le Maroc ce sera impacté. Et relance de l'économie nationale. Le Maroc ne peut que gagner dans cette perspective, de cette voie. C'est pour ça que nous souhaitons à nos peuples, à nos frères algériens, de se remettre rapidement s'il y va de l'intérêt de la région. Merci, Abdel Salehri. À vous. Voilà pour les éclairages, pour tout le débat, la situation, la conjoncture politique, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, il ne faut pas trop... Voilà, sur ces choses-là, mais c'est important. Éclairage aussi sur la position du PPS et du parti sur des choses qui sont d'actualité et fondamentales, qui sont la réforme du système éducatif, parce que je crois savoir qu'il doit y avoir une session extraordinaire au Parlement. On l'espère. Pour le vote de ce projet de loi. On a perdu beaucoup de temps. Il y a d'autres projets de loi aussi, je crois savoir, sur la parité, sur la langue amazigh aussi, sur les langues et la culture d'ailleurs, également. Donc, session extraordinaire début avril. Et puis votre position aussi sur votre point de vue sur l'Algérie, notre voisin direct, par rapport à tout ce que vit le peuple et tout ce qui se passe de l'autre côté. Voilà, et merci à vous, Sir Rachid. C'est toujours un plaisir de toujours débattre avec vous. Merci beaucoup, Abdel Salehri. Voilà. Je rappelle que vous avez été ancien ministre en charge de l'emploi et que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Camarade, aussi. C'est ça? Oui, merci, belle journée à vous. Merci, camarade. Bonne journée, belle journée à vous.